La COP30 s'ouvre au Brésil en ce moment même, c'est cette semaine, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est, là, on va lire un article dessus, un article du Monde. Donc la COP30, c'est un peu comme la COP21, sauf que la COP21, c'était pour l'horizon 2021. Non, c'est la 21e COP, tout simplement, et là, c'est la 30e COP. Donc la COP, c'est une espèce de, je sais pas, de grande réunion de tous les leaders des pays du monde, euh, avec pour l'objectif de sauver l'action mondiale pour le climat. Donc la COP 21, ça avait quand même pas très très bien marché, notamment Donald Trump, qui est à sa première élection en 2016, a dit, bon, pas très longtemps après son investiture, c'est en mode genre, la COP 21 c'était de la merde, je me retire des accords de Paris. Parce que la COP 21, on en avait beaucoup parlé, parce qu'elle était à Paris. Euh, et donc du coup, Trump, typiquement, donc quand même leader de la première puissance mondiale, avait décidé de se retirer des accords de Paris parce que on s'en bat les couilles du réchauffement climatique, où normalement, il faut faire des sous. Voilà, en gros, c'était ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec la COP30? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va servir à rien? Bah, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va tenter de voir en lisant cet article de Audrey Garrick pour Le Monde, qui est sorti ce matin. Donc, on est le 6 novembre, ce matin, à 6h du mat, modifié à 7h42. Donc, on va lire ça. Voilà, c'est au Brésil. Donc là, c'est le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Excusez-moi, mon accent portugais n'est pas on point. Voilà, à Belém, au Brésil. Donc on va voir ce qu'il en est. Je suis pas un spécialiste des COP et des sujets écologiques, je parle pas assez d'écologie. On ne parle pas assez d'écologie en ce moment. On est trop focalisé sur tout un tas de choses. Et en même temps, c'est difficile de parler d'écologie par rapport à l'actualité quand on voit que l'actualité nous est dérobée et volée en permanence par l'extrême droite qui veut imposer ses propres thèmes. Et l'écologie n'est pas un thème de l'extrême droite. Le seul truc qu'ils ont, l'extrême droite, par rapport à l'écologie, c'est dire les éoliennes, ça défigure nos paysages français, et le nucléaire, c'est bas carbone. Vive le nucléaire et l'impérialisme français. Et à bas l'immigration, ça pollue. Voilà, c'est le discours de l'extrême droite. En fait, ils parlent pas trop d'écologie. Quand ils sont obligés, ils ont un discours de con, de demi-habile, qui ne va jamais en profondeur et qui sert à rien. Mais sinon, ils en parlent pas trop. C'est pas dans leur intérêt de parler d'écologie. Et comme c'est quand même eux qui donnent le là de l'actualité, hélas, bah, c'est compliqué de réagir à l'actualité et de parler d'écologie. Il faut trouver des angles. Et moi, j'avoue, je le fais pas assez. Ce serait un des axes d'amélioration sur cette chaîne, peut-être, parler plus des sujets écologie. C'est pro-nucléaire, l'extrême droite. Le Front National, enfin le Rassemblement National et toute l'extrême droite française est très très pro-nucléaire. Ouais. Et notamment, quand ils parlent d'écologie, le RN, c'est toujours la même chose. C'est de dire on a le nucléaire en France, on s'en bat les couilles de l'écologie. Grâce au nucléaire, on a une électricité qui est verte. Et en vrai, force est de constater que le nucléaire français permet effectivement d'avoir une production électrique assez décarbonée par rapport aux autres pays. Et alors oui, certes, pour aller chercher l'uranium, il y a l'exploitation des pays du Sud et il y a de la pollution de l'industrie minière pour aller chercher l'uranium. Mais quand même, quand on regarde le nucléaire, en termes de rejet de CO2, il y a d'autres problématiques. Mais en pur terme de rejet de CO2, c'est vrai que notre parc nucléaire français nous permet d'avoir une électricité bas carbone dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas anti-nucléaire à moyen terme en tout cas, parce que là j'estime que quand même c'est un atout que la France a, ça serait un peu bête de s'en passer à court moyen terme dans la lutte contre l'émission de CO2, mais après voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte écologique, absolument pas le nucléaire. Et nous en France, on a déjà un parc nucléaire qui est très installé, on a déjà une électricité qui est très nucléarisée, je sais pas si c'est le terme, on peut pas appliquer le modèle français à l'intégralité de la planète, tout en voulant toujours plus de croissance, etc., etc. Mais dans le cadre français précisément, moi je suis plutôt pro-nucléaire, en tout cas à court moyen terme, en attendant de transitionner vers vraiment que des énergies renouvelables, quoi. Je veux dire, il faut un mix énergétique où il y ait à la fois du nucléaire et à la fois des énergies renouvelables. Développer les énergies renouvelables, dans tous les cas, c'est essentiel. Et un jour, je l'espère, on pourra se passer même de l'énergie nucléaire. À voir. Mais dans tous les cas, voilà, moi je ne suis pas anti-nuc à court moyen terme. En tout cas, pour ces raisons-là. Mais le RN, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en mode on ne parle pas d'écologie parce qu'on a le nucléaire. Et je veux dire, de toute façon, même si effectivement on a une électricité assez bas carbone en France grâce au nucléaire, ça ne règle en rien la raison de la crise climatique. Plein d'autres problématiques, il y a plein d'autres sujets. Donc le RN qui se cache derrière ça pour dire on est écolo et de toute façon voilà ça suffit, c'est de la merde. Voilà. C'est mon avis sur le nucléaire, je le dis régulièrement. Je sais pas si on va parler de ça en lisant cet article de la COP30, mais voilà quoi. Exactement, c'est la solution, on s'en fout pour le RN, il faut l'utiliser comme une aide à moyen terme. Ouais, moi c'est mon avis sur le nucléaire. Voilà. Mais après, je suis pas un spécialiste du sujet et je suis pas totalement fermé là-dessus quoi. Voilà. Je pense qu'il y a des arguments anti-nucléaires que je connais pas forcément qui peuvent être très très pertinents. Et sur le long terme, je pense que quand même passer sur du full renouvelable, ça serait mieux. Ça serait mieux. Et de toute façon, il y a tout un tas de pays où si le but c'est de construire plein de nouveaux réacteurs nucléaires pour qu'ils aient un modèle un mix énergétique à la française là, bah on peut pas. Tu peux pas faire ça dans tous les pays du monde, quoi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc dans tous les cas, il faut développer massivement le renouvelable en France comme ailleurs. Mais ça ne veut pas dire forcément sortir du nucléaire tout de suite, quoi. C'est mon avis en tout cas, et je ne prétends pas détenir la vérité absolue là-dessus, mais voilà. Un avis qui est très répandu en réalité, hein. Il y a énormément de gens en France, ils sont plutôt d'accord avec moi quand je dis ça, quoi. Voilà, un avis équilibré finalement.
Cueillette en Sarwell n'est peut-être pas d'accord avec moi. Peut-être que Cueillette en Sarwell pense qu'il faut sortir du nucléaire tout de suite parce que ça détruit Pachamama, par exemple. Et j'entends. J'entends l'argument. Voilà. Salutations à tous mes frères babos, bien sûr. Je sais pas si c'est un babos Cueillette en Sarwell, mais moi j'aime bien les babos. Voilà, je les aime bien. Parfois je fume de la ganja avec eux, man. Mano, mano, man, man. Et oui, oui. Tu en es un, je suis un semi-babos. J'ai une vibe babos en moi, mais je suis pas vraiment un babos. Mais voilà, le nucléaire, c'est Babylone. Ça, par exemple, c'est un très bon argument. C'est un argument, je ne m'y oppose pas. Effectivement, le nucléaire, c'est Babylone. Et c'est pour ça que moi, à long terme, j'aimerais bien sortir du nucléaire. Mais à moyen terme, donc, de toute façon, on est dans Babylone. Donc voilà. Voilà, we gonna burn up Babylone, tout à fait, mais pas tout de suite. Il y a une phase de transition avant. 13 ans de bédo, d'eau fraîche et de campagne. Ok, ok. Moi, j'ai quoi? J'ai 31 ans. Moi, j'ai. Bientôt, je vais sur mes 17 ans de bédo. Hein. Après, j'ai pas toujours été en campagne. Voilà. Le nucléaire, c'est Babylone. Tu veux dire quoi par là? Un problème de langue? Non, Babylone, c'est les Rastas et tout, et certains babos qui sont en mode. Pour décrire la société moderne de consommation qui nous nique, on dit Babylone, quoi. En mode voilà. Euh, Chine qui s'installe au BHV Marais, c'est Babylone, man. Tu vois, ce genre de truc. C'est pas un problème de langue. Bref. Je connais pas très bien tous ces lore là parce que je ne suis pas tant à babos que ça. D'ailleurs, j'ai jamais trop écouté de reggae, même dans ma jeunesse. Je trouvais que les gens qui écoutaient, enfin, pas les gens qui écoutaient du reggae, mais que le reggae, surtout les gens qui écoutent du reggae français gaze, là, des fumeurs de joint du lycée, là, dans les années 2000. Moi, j'ai toujours un peu jugé ça. Mais après, le reggae, c'est comme toutes les musiques, il y a des trucs incroyables, quoi. Des trucs incroyables. Le vrai reggae à l'ancienne et le dub à l'ancienne, franchement, c'est trop, trop bien. Voilà, voilà. Bref, allez, la COP30 s'ouvre au Brésil avec l'objectif de sauver l'action mondiale pour le climat. Les 191 pays réunis à Belém du 10 au 21 novembre doivent avancer sur de nombreux fronts. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, le fameux CO2 principalement, mais pas que. Sortie des énergies fossiles, le pétrole notamment, mais pas que. Le charbon est encore beaucoup utilisé par exemple. Financement climatique, etc. Une gageure dans un monde où la lutte contre le réchauffement est attaquée. Il y a de plus en plus de climato-sceptiques. Avant, on parlait de climato-négationnistes, des gens qui disaient non, il n'y a pas de réchauffement climatique, ça va, faut arrêter. Oui, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas à cause de l'homme. De toute façon, c'est comme ça, c'est le cycle de la chaleur. Voilà, on sort d'une ère glaciaire, etc., etc. C'est de moins en moins vrai. Maintenant, les climato-sceptiques, ils sont de plus en plus en mode en fait, on s'en bat les couilles, ça va. L'homme doit démontrer sa volonté de puissance et de contrôle sur son environnement. Donc oui, un réchauffement climatique et on va s'adapter en fait. Allez vous niquer. Allez vous faire foutre parce que nous, on doit faire du chiffre et on doit créer, construire et vendre des voitures. Voilà. C'est plus ça le discours maintenant. C'est plus un climato-scepticisme qui ne nie pas la réalité du réchauffement climatique, mais qui aurait plutôt tendance à dire on s'en bat les couilles, il faut rester compétitif. Quoi. C'est ouais. C'est un truc de raga, c'est un vrai truc de ragasonique ça, Paella la Mama. Un white agresse un black, c'est le problème de l'immigration. Un black agresse un white, c'est Babylone en action. Ragasonic. D'accord. J'ai jamais écouté Ragasonic. Mais le raga, c'est autre chose que le reggae. Non? C'est quoi le raga déjà? Bon, bref. Peu importe, là on va parler d'écologie plutôt. Ok. Une conférence mondiale sur le climat aux portes de l'Amazonie, havre de biodiversité et réservoir de carbone majeur. Parce que je vous le rappelle, les arbres, c'est le contraire des humains. Les humains, on inspire de l'oxygène. Bon, pas que de l'oxygène, mais en tout cas, c'est l'O2, l'oxygène qui nous permet de respirer. Et on recrache, ça s'est transformé en CO2. Dioxyde de carbone, le fameux truc qui pollue. Et donc, les arbres, c'est le contraire. Ils prennent le CO2, ils font ah, trop bien, je me nourris de ce CO2. Et ça recrache de l'oxygène, quoi. Donc, c'est l'inverse des hommes. Donc, c'est pour ça que quand il y a des grosses forêts, en fait, c'est des réservoirs à carbone, c'est des trucs qui vont aller absorber tout le CO2, qui, au lieu d'aller dans l'atmosphère et faire du réchauffement climatique, est absorbé par les arbres, sauf la nuit, tout à fait. Et après, les arbres créent de l'oxygène à partir du CO2, quoi. Alors, après, ça dépend, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, quand on a plein de forêts, les forêts, normalement, sauf quand il fait trop chaud, sauf la nuit, sauf quand il y a trop de CO2 et que ça ne fonctionne plus. Mais normalement, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Attends, non? Les arbres respirent comme nous, mais la nuit, ils produisent du CO2? Ou l'inverse? Non, ils produisent de l'oxygène. En tout cas, ils produisent de l'oxygène et ils stockent du CO2, les arbres, quoi. Voilà. Donc, normalement, quand tu as plein de forêts, ça fait partie de l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, parce que ça fait des espèces de réservoirs à carbone où le CO2 est retenu un peu dans les forêts qui produisent de l'oxygène. Donc, ça lutte contre la pollution. C'est la nuit, ils produisent du CO2. Non, mais ils produisent aussi de l'oxygène! La photosynthèse, c'est le jour. Oui, voilà. La nuit, ils produisent quand même du CO2, mais dans la journée, ils font de la photosynthèse et donc ils transforment le CO2 en oxygène. Bon, j'ai pas été très exact. C'est pour ça qu'il faut jamais dormir dans une serre la nuit. Ok, voilà. Oui. Je me suis mélangé, j'ai mélangé les pinceaux.
En tout cas, voilà, c'est les trucs de réservoir à carbone. Vous connaissez. Voilà. Les plantes absorbent le carbone et rejettent l'oxygène. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La photosynthèse prend du carbone dans le CO2 de l'air et après produit de l'oxygène. Mais la nuit, non, par contre, ça rejette du carbone. Bref, en tout cas, la forêt d'Amazonie, c'est un réservoir de carbone majeur. S'il n'y a plus de forêt en Amazonie, ça va augmenter la quantité de carbone dans l'atmosphère et donc le réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Amazonie, il me semble que c'est la plus grande forêt du monde, hein, tout simplement. Donc important. Et c'est un symbole, c'est tout un symbole l'Amazonie. Et d'avoir une COP à la frontière de l'Amazonie, c'est important aussi. On n'a qu'à éclairer les forêts, comme ça ils font de l'oxygène toute la journée. Malin ça. Malin. Après ils vont mourir si on fait ça. Voilà. Quand on fait pousser de la bœuf en indoor, quand on fait pousser du cannabis dans des placards en intérieur, dans des pays où c'est légal bien sûr, donc pas en France, c'est interdit de faire ça en France. Du coup c'est comme ça que ça marche. En gros tu choisis le moment où il fait nuit ou il fait jour, avec des lampes et des minuteurs. Et du coup tu choisis du moment où la plante entre en floraison en changeant le rythme jour-nuit. Et tu le contrôles, tu émules la nature. Voilà, ce qui permet d'avoir plusieurs productions en une seule année. Intéressant, hein. Bref. Ah ouais, Ribot est comme ça. Non, mais alors moi, j'ai jamais fait pousser de cannabis, mais juste, je sais que c'est comme ça. Voilà, c'est la première fois que j'ai entendu parler du rythme jour-nuit pour des plantes. C'est quand j'étais un jeune adolescent, un peu rebelle. J'étais en mode genre, ouais, je vais aller sur cannawid.org, regarder comment on fait pousser de la bœuf. Peut-être plus tard, ça pourrait faire pousser de la bœuf. Je l'ai jamais fait. Voilà, je l'ai jamais fait. Mais je m'étais renseigné là-dessus quand j'avais genre 15 ans et j'étais en mode genre, ah, ok, d'accord. Voilà, voilà. On va tous regarder des tutos. Et oui, par curiosité. Bref. Le cadre général dans lequel s'ouvre la COP30, qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre, est toutefois moins poétique. Le contexte géopolitique est plus que jamais tendu et entrave l'action climatique. Les conflits militaires et économiques et la politique du président américain, Donald Trump, qui a engagé le retrait de son pays de l'accord de Paris, donc c'était la COP21, non seulement relègue le climat au second plan, mais saborde certaines de ses avancées des dernières années. Cruel paradoxe, alors que la crise climatique continue de drainer dans son sillage pertes humaines, désolations et dégâts. Ouragan Mélissa balayant les Caraïbes, pluie diluvienne au Vietnam, canicule et incendie record cet été en France. Le réchauffement s'accélère et l'année 2024, la plus chaude jamais enregistrée, a dépassé pour la première fois la barre des 1,5 degrés Celsius de réchauffement, la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, c'était en mode... Alors idéalement, on aimerait bien contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus de la normale. On risque de pas y arriver, donc après, ça serait bien de le contenir en moins en dessous de 2, puis de 3, je sais plus, il y avait plusieurs paliers. Idéalement, il faut être en dessous de 1,5 degré. Sinon, ça serait bien au moins de rester dans cette ligne-là, quoi. C'est un petit peu comme les 3% de points de PIB en déficit annuel dans l'Union européenne. Idéalement, il faut rester sous 3%, mais déjà, si on arrive à faire 5%, c'est bien. Voilà. Là, c'est un peu l'idée. Idéalement, selon les accords de Paris, il fallait rester sous les 1,5 degrés. Si on les dépasse, mais comment on reste sous les 2-3, bon, ça va, sinon après, ça va commencer à vraiment être la merde. Et là, cette année, c'est officiel, les 1,5 degrés ont été dépassés. On est cooked. Tout à fait. Tout à fait. C'est toujours extrêmement déprimant, hein, les sujets comme ça, mais bon, voilà, il faut en parler. J'ai le nez un peu bouché, je suis désolé. Dans ce contexte, l'objectif principal de cette conférence des parties n'est rien de moins que la survie de ce traité, l'accord de Paris, boussole de l'action climatique qui fait tracer 10 ans en décembre, assure Laurence Tubiana, l'une de ses architectes. Face à une politique américaine devenue très agressive sur le climat, c'est les mots de Laurence Tubiana, les États doivent, je cite, réaffirmer leur adhésion à l'accord, insiste-t-elle. L'administration de Donald Trump, qui continue de qualifier le dérèglement climatique de canular, fait pression sur les pays pour qu'ils abandonnent leur objectif climatique et accroissent la production d'énergie fossile, principale cause du réchauffement. Mi-octobre, les États-Unis sont ainsi parvenus à repousser d'1 an l'accord mondial sur la décarbonation du transport maritime. C'est vraiment en mode genre, c'est... Quel monde de cons, quoi. On sait que c'est un truc qui peut tuer des millions d'êtres humains dans quelques années, hein. Dans pas si longtemps, que c'est un truc qui va être des conséquences irréversibles sur la nature et la planète, la seule planète sur laquelle on vit. Et Donald Trump, il est en mode genre, non, je vais faire du lobbying pour retarder ces accords, quoi. Mais Donald Trump, il a 80 piges, dans 10 ans, il est mort, il s'en bat les couilles, il veut juste rester dans l'histoire comme l'empereur Trump. C'est son seul truc, de la mégalomanie et de la volonté de puissance et de pouvoir, quoi. Et donc, il est prêt à retarder, voire annuler la politique écologiste d'autres pays juste pour son petit intérêt personnel, quoi. Enfin, genre, c'est le niveau de cynisme, quoi. C'est relire Batman. Alors, c'est pas Batman qui dit ça, je crois que c'est le commissaire Gordon, là, ou son majordome, je sais plus exactement, qui dit Some men just wanna watch the world burn. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. Bah oui, comme par exemple le dirigeant de la première puissance mondiale, Donald Trump, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud de fou. C'est vraiment chaud. Bref. Le maintien de l'action climatique, malgré ses vents contraires, les Brésiliens en ont fait leur slogan. Ils le nomment le mutirao, soit une mobilisation collective en vue d'atteindre un objectif.
La COP30 doit montrer que le multilatéralisme fonctionne. Appui auprès du monde, André Correa do Lago, le président de la COP30. Selon le Brésil, près de 50 000 participants des 191 pays accrédités sont attendus à Belém, port industriel de 1,3 million d'habitants et capitale de l'état du Pará, dans le nord du pays. Les délégations devraient être moins fournies que lors d'autres COP en raison des difficultés logistiques, pénurie de logements, coûts élevés, qui ont émaillé l'organisation de l'événement. Le premier test de l'engagement des États aura lieu en amont du coup d'envoi officiel de la COP. Jeudi 6 et vendredi 7 novembre, un sommet de haut niveau rassemblera à Belém une petite soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, soit la plus faible participation à une conférence sur le climat depuis 2019, du fait des infrastructures limitées de la ville. Le président français Emmanuel Macron s'exprimera le jeudi, donc c'est aujourd'hui. Les premiers ministres britanniques et espagnols, Keir Starmer et Pedro Sanchez, je ne vais pas faire d'accent espagnol, je suis trop nul, feront également le déplacement, de même que le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu'on ne présente plus. Frexit Frexit Pour ceux qui ont la ref. La Chine. Moi, je suis pas pour le Frexit, hein, c'était une blague, je ne suis pas un Frexiteur. N'hésitez pas à envoyer le lien du morceau hein, dans le chat. Je pense qu'il y en a qui sont pas sur le live depuis assez longtemps pour connaître ce chef-d'œuvre. N'hésitez pas. Bref. La Chine a annoncé All eyes on China par rapport à la planification écologique. Pour de vrai, justement, j'aimerais bien savoir un petit peu que dit Xi Jinping. Voilà. La Chine a annoncé que son vice-premier ministre, Ding Xuexiang, je sais pas, on dit Xie au lieu de Xiu. Les X se prononcent pas comme ça. Ding Xuexiang, je pense que ça on va dire comme ça, représenterait le président Xi Jinping. Les États-Unis, deuxième pollueur mondial, n'enverront pas de représentants de haut niveau, selon la Maison-Blanche. Mais plus d'une centaine de responsables américains, locaux, gouverneurs, maires, etc., seront présents. Ok. Ne le faites pas, non? De quoi? L'accent chinois? Ah oui, non, ne le faites pas, envoyez pas Ursula, casse-toi. Bon, bref, peu importe. Ok, donc Xi Jinping n'est pas là en personne, mais il a envoyé quand même son vice-premier ministre, c'est pas rien. Et par contre, Donald Trump, ils n'ont pas envoyé de fameux représentants de haut niveau, là, pour la pré-COP, ou je sais pas quoi. Mais non, j'ai pas dit ça, on dit Baku. Mais non. Xiang, on dit plutôt Xiang, comme ça. Avec le h, pas en faisant che, c'est bien ça, comme le h, allemand, comme Kirche, par exemple, la cerise. Par contre, des Kirche, l'église. Y a pas un truc comme ça? Il n'y a pas des gens qui ont deux, trois bases? Moi, prononcer à peu près bien, c'est tout. Voilà. Non, ça va. Je vais pas faire le muchacho. Bref. La présidence brésilienne n'a cessé de le marteler. Elle veut une COP de la mise en œuvre et de la vérité. Il s'agit d'appliquer les décisions déjà prises par le passé plutôt que d'en se tenir à la seule négociation de nouveaux objectifs. Bah oui, si les objectifs précédents n'ont pas été tenus, effectivement, ça sert à rien d'en remettre des nouveaux. Merci Lala du 25 pour ton 27e mois. Putain, 27 mois, ça commence à faire de fou. Hein. Plus de 2 ans et 3 mois. Incroyable. Merci beaucoup Lala du 25. Il s'agit d'appliquer les décisions déjà prises par le passé plutôt que de s'en tenir à la seule négociation de nouveaux objectifs. Citation. Nous voulons montrer qu'il existe des solutions contre le changement climatique, dans l'énergie, l'industrie, les transports, pour les forêts, et que ces résultats concrets ont une influence sur la vie des gens. Détaille Andrea Correa do Lago, qui était des responsables brésiliennes, organisateurs de la COP ou je sais plus quoi. Ils en parlaient juste avant. Il s'agira d'avancer sur tous les fronts à la fois, car cette COP, contrairement à d'autres, ne tourne pas autour d'un thème central, mais doit offrir un paquet global. Détaille Cosima Cassel, du cercle de réflexion E3G. Ok. Si la COP30 est cruciale, c'est d'abord parce qu'elle doit consacrer l'accroissement des efforts des pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2025, les États sont censés se fixer de nouvelles feuilles de route, que l'on appelle contributions déterminées au niveau national, NDC en anglais. Ok, de nouvelles feuilles de route, plus ambitieuses, comme le prévoit l'accord de Paris, tous les 5 ans. Ces plans volontaires constituent la clé de voûte du traité, un gage de crédibilité. Or, malgré une date butoir reportée à septembre, seulement 98 États les ont officiellement soumis à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, notamment les États européens, la Chine, le Royaume-Uni, le Canada ou le Brésil. Parmi les membres du G20 manque encore à l'appel l'Inde. Alors l'Inde, c'est pas le CO2 par habitant est assez bas en Inde, notamment parce que ça bouffe peu de viande en vérité en Inde. Il y a une bonne partie de l'Inde, peut-être plus de 50% qui est végétarienne. Donc l'agroalimentaire quand même pollue moins. Il me semble que le taux de CO2 par habitant en Inde est assez tenable, mais ils sont 1 milliard quoi. Donc ça reste quand même un gros pays en termes d'émissions de CO2 parce que c'est un très très gros pays tout court finalement. Voilà. En tout cas, il manque encore à l'appel l'Inde, le Mexique, la Corée du Sud, l'Argentine ou l'Arabie Saoudite. Ok. Ces nouveaux engagements sont insuffisants.
Il devrait permettre de réduire les émissions mondiales d'environ 10 à 15% d'ici à 2035, comparé à 2019, selon les différentes estimations. Là où il faudrait les abaisser de 60% pour être aligné avec l'objectif de 1,5 degré. Ah oui, quand même. Alors 60%, c'est 4 fois plus que 15% en termes de points. Ouais. On boycotte la K-pop parce que la Corée du Sud n'y est pas. La Corée du Sud, oui, envoyer de la marchandise fait avec des métaux rares par des gros porte-conteneurs à l'autre bout du monde, ils aiment bien faire ça, la Corée du Sud. Hein. C'est un peu leur économie est basée sur ça. Hein. Voilà, les chaebol coréens, Samsung, les trucs de télécom, bon bah voilà quoi. Ça construit des téléphones portables avec des métaux rares et ça les envoie par porte-conteneurs dans le monde entier quoi. Donc il y a un côté où émettre du CO2 quand même, c'est important pour eux quoi. Mais comme pour tous les pays, comme pour tous les pays. Je veux dire, la Corée du Sud qui a une industrie spécialisée dans la technologie assez avancée, etc., ça pollue de fou quoi. Voilà. Bref, je sais pas si c'est lié à ça directement. La politique intérieure coréenne, j'y connais que dalle. Je sais pas qui est premier ministre là-bas ou quoi. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas encore signé l'appel quoi. Voilà. D'accord. Donc l'objectif c'était d'abaisser de 60% d'ici 2035. Et là, du coup, les nouveaux engagements, ça baissé de 10 à 15% d'ici à 2035. Donc on n'y est pas. L'objectif de 1,5 degré, spoiler, ne sera pas tenu. Voilà, donc allons voir les autres objectifs peut-être derrière quoi. Euh, Bon, attends, de quoi? Ok. Donc, il faudra abaisser de 60% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 pour être aligné avec l'objectif de 1,5 degré. De sorte que la planète se dirige vers un réchauffement de 2,3 degrés à 2,5 degrés en 2100 si ces plans sont mis en œuvre intégralement, et de 2,8 degrés avec la poursuite des politiques actuelles. Ok, donc le but c'est à un horizon plus lointain, l'horizon 2100, limiter un réchauffement climatique qui de toute manière va advenir, mais d'éviter qu'il soit trop élevé, parce que là, si on est sur la feuille de route actuelle, ça serait 2,8 degrés. Donc le but c'est d'être un peu moins de ça, sachant que chaque degré compte. Hein. Comme c'est des moyennes, augmenter de 1 degré en moyenne, on se dit oh bah ça va, c'est comme 1 degré, mais ça bouleverse tout quoi. Ça bouleverse tout. Voilà, ça fait des déséquilibres, ça crée aussi des tempêtes et tout un tas de choses. C'est le dérèglement climatique. Quoi. Donc 1 degré d'augmentation de la moyenne qui n'était pas prévu et qui est provoqué par l'homme, ça fait des vrais dérèglements climatiques qui comptent énormément. Donc oui, chaque dixième de degré compte en réalité, tout à fait. Tout à fait. Ok, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, la COP 21, qui sera effective en janvier 2026, ajoutera 0,1 degré au final en 2100. Ok. Il faut reconnaître honnêtement que l'on n'y est pas et trouver des moyens de rattraper le retard, rappelle Laurence Tubiana. Certains pays, comme ceux constitués par l'Union européenne et les petites îles, plaident pour avoir cette discussion au sein des négociations formelles de la COP, mais une majorité s'y oppose. Plus d'efforts, cela signifie plus d'argent. L'an dernier, les pays développés, responsables historiques du réchauffement, alors c'est vrai que là maintenant, la Chine est le plus gros émetteur de CO2, les BRICS et les pays émergents commencent à émettre beaucoup de CO2 en valeur absolue, mais historiquement, quand on regarde qui a réchauffé l'atmosphère ces 100 dernières années, c'est l'écrasante majorité, c'est les pays européens, c'est les pays occidentaux, c'est les pays du Nord. Il est bon de le rappeler. Le réchauffement climatique date pas d'hier, c'est un siècle de CO2 qui nous a amené à cette situation. Et dans ce siècle d'émissions de CO2, c'était l'Europe et les États-Unis en très grande majorité, même si c'est en train un petit peu de se rééquilibrer, on va dire, en termes d'émissions de CO2, avec l'émergence de tout un tas de pays du Sud comme des superpuissances industrielles, quoi. Notamment par exemple la Chine et l'Inde. Voilà. Ok. Plus d'efforts, cela signifie plus d'argent. L'an dernier, les pays développés responsables historiques du réchauffement s'étaient engagés à verser 300 milliards de dollars par an, c'est beaucoup, aux pays en développement à l'horizon 2035. Une somme très en deçà des attentes qui avait aggravé la division entre Nord et Sud. Parce qu'il y a ce truc où historiquement, effectivement, c'est les pays du Nord qui ont provoqué beaucoup plus ce réchauffement climatique. Mais quels sont les pays qui vont subir de plein fouet le dérèglement climatique avec des inondations à répétition, des canicules qui rendent littéralement certaines zones du globe invivables? Les pays du Sud. Il y a eu des canicules au Pakistan, si je dis pas de bêtises, oui, c'est au Pakistan, où c'est monté à 50 degrés dans les terres. Des températures qui mettent la vie humaine en danger. Tu peux mourir d'une canicule à 50 degrés. Et bah, tu as d'ores et déjà eu des étés où au Pakistan, par exemple, il y a eu des canicules où c'est monté à 50 degrés, des inondations de zinzin, des inondations où vraiment des villes entières sous l'eau, quoi. On en a parlé assez peu, mais si ça arrivait en France, ça serait apocalyptique. On parlerait que de ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois aux infos. À raison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ce côté-là où les responsables historiques sont les pays du Nord et ceux qui vont se bouffer la crise climatique de plein fouet, c'est les pays du Sud. Et là-dessus, voilà, on voit effectivement cette fracture Nord-Sud. Et pour comprendre un petit peu les causes et les conséquences de la crise climatique, on est obligé d'avoir cette vision de fracture Nord-Sud pour comprendre ce qui se trame réellement, quoi. Voilà. Puis il faut parler du taux d'humidité. Si la chaleur est de 37 avec 80% d'humidité, c'est super dangereux. Tout à fait. Bah ça, ouais, moi j'ai un pote là qui avait passé quelques temps en Asie du Sud-Est. Là, il avait fait plusieurs pays en Asie du Sud-Est, notamment beaucoup en Thaïlande. À la fin, il a fait du Muay Thai pendant 3 mois intensifs en Thaïlande, dans un dojo et tout.
il disait, il fait pas si chaud que ça en température absolue, mais il fait humide, et du coup, t'es là en mode genre, t'étouffes, et t'es fatigué, et c'est rude, quoi. Voilà, donc effectivement, un 40 degrés dans certains pays avec un gros taux d'humidité, c'est pas 40 degrés en France quand l'air est sec. C'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dangereux. Ouais, voilà, tu peux plus suer et tu peux mourir, du coup, absolument. Bref, allez, on continue. Mercredi, les présidents de la COP30 et de la COP29, la précédente, ont publié une feuille de route dite de Bakou à Belém. Donc j'imagine que Bakou c'était la COP29 et Belém la COP30. Enfin oui, Belém c'est la COP30. Donc du coup, une feuille de route afin de débloquer une enveloppe plus large de 1300 millions de dollars par an. Mais sans boussole claire, regrette Rebecca Thyssen du Climate Action Network. Et on ne sait pas si les pays vont l'endosser pendant la COP. Le plan n'explique pas comment accroître les financements publics. Il aborde en revanche le recours accru aux banques multilatérales de développement, au secteur privé, et évoque brièvement la mise en place de nouvelles taxes. Une coalition d'une dizaine de pays, dont la France, le Kenya et la Barbade, doit s'engager, lors du sommet, à mettre en place ou à renforcer une taxation de l'aviation d'affaires et des jets privés. Mais d'autres pistes déjà évoquées, sur les milliardaires ou les profits des énergies fossiles, ne devraient pas aboutir à Belém. On y revient toujours à ce truc-là de « Oh là là, si on veut sauver la planète, et puis sauver le système social, et puis si on veut essayer de faire des choses un peu bien dans ce bas monde, on va devoir taxer les milliardaires, les yachts et les jets privés, quoi. » On revient toujours à cette histoire-là, quoi. On y revient toujours. D'où ce bon vieil adage, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Bah là, on s'en rend compte. Même en lisant l'article du Monde, qui est très factuel, qui est pas très éditorialisé, à gauche, etc., etc. On n'est pas dans un article anticapitaliste du tout. Vraiment, tu n'as même pas besoin de lire entre les lignes. C'est vrai. Même à la COP30, ils sont là à dire bon bah voilà, va falloir taxer un peu les milliardaires. Sans ça, on va pas s'en sortir. Quoi. On va pas s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Genre, on peut pas avoir de projets écologistes viables sans qu'il y ait une vision de classe qui s'attaque aux milliardaires, aux riches, ou même aux détenteurs des moyens de production. Oui, je le dis, je suis écolomuniste. Il y a quoi? Vous allez faire quoi? On peut pas avoir de politique écologiste qui ne passe pas par cette vision de classe et s'attaquer à la source du problème, aux décideurs. Ça va si je te dis les décideurs, donc la bourgeoisie possédante finalement. Effectivement. Marine Tondelier disapproves? Oui. Ok, Marine? Bah non du coup. Là, je suis plus en mode Clément Sénéchal que Marine Tondelier. Hein. Pourquoi vous ramenez tout à Marine Tondelier là? On n'est pas en train de parler de politique politicienne pour une fois. Vous devriez. Voilà. Merci Denid pour ton tout premier mois de sub. Merci beaucoup pour ton abonnement, ton tout premier mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Ok, allez, on continue. J'en étais où? Oui. Taxer les jets privés, etc., etc. Mais donc du coup, voilà, tout ça, les taxes sur les milliardaires, les taxes sur les profits des énergies fossiles, tout ça ne devrait pas aboutir à Belém, donc lors de cette COP30. Citation. La COP30 doit apporter le soutien financier indispensable à la mise en œuvre des NDC, afin d'améliorer nos perspectives de survie, appelle Ilana Seïd, la présidente du groupe de négociation des petites îles menacées par l'élévation du niveau de la mer. Et oui, il y a aussi ça. Voilà, encore une fois, il y a plein de problématiques. Ce truc de dérèglement climatique, c'est pas juste une histoire d'augmentation de la température. Alors après, tout ça est provoqué quand même en majorité par l'augmentation du CO2 dans l'air et le réchauffement climatique. Mais derrière, il y a des effets de dérèglement de oh là là, le niveau de la mer va augmenter et certaines îles vont disparaître. Donc il y a quand même des gens qui vivent sur des îles, c'est une question de vie ou de mort, la lutte contre le réchauffement climatique pour eux. Il se passe quoi? Donald Trump, il est en mode genre, je m'en bats les couilles, vous allez crever, j'ai besoin de faire du bif. C'est insupportable, c'est insupportable. Ok, allez, on continue. Un autre dossier périlleux résidera dans la sortie des énergies fossiles. Un accord de transition, hors du charbon, du pétrole et du gaz, avait été arraché à la COP28 de Dubaï en 2023, mais il tarde depuis à se concrétiser. Peu de NDC mentionnent les énergies fossiles. Ce sujet doit être à l'agenda des négociations, appelle Edina Iftisen, chargée de campagne à Greenpeace France. Il s'agit de s'arrêter sur les dates de sortie différentes selon les pays et les énergies. Pour l'instant, si l'Union européenne et les petites îles plaident pour avoir une négociation à ce sujet, une majorité de grands pays producteurs fait blocage. Il faudra un mécanisme de rappel et de suivi des objectifs de 2023, dont on n'avait pas reparlé l'an dernier, ce qui était regrettable. Donc c'est fou quand même. Il faut une COP23, il y a des objectifs, ils sont en mode genre ouais super, on a des objectifs à tenir. Après il y a la... Non, c'était la COP28 en 2023. Après en 2024, il y a la COP29 qui arrive, ils reparlent pas de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et après, là, il y a la COP30, et la COP30, ils sont en mode genre ça serait bien d'appliquer les critères de la COP21 d'il y a 10 ans. Ça n'avance pas. On voit très bien que ça n'avance pas. Mais après, voilà, c'est des trucs, c'est comme des réunions à l'ONU, etc. T'as un truc où, de toute manière, en dernière instance, les États, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils signent des trucs, ils sont en mode genre ok, mais de toute façon, c'est pas contraignant, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Donc parfois, il y a des trucs de décision à l'ONU ou à la Cour pénale internationale, ce genre de choses. Il y a plein d'instances internationales comme ça qui disent des choses, des orientations, mais comme il n'y a jamais rien de très très contraignant pour les États,
on se retrouve avec Donald Trump qui est en mode genre vu et sans tape, quoi. Ça fait penser pas mal à un peu l'ONU par rapport à, je sais pas, à Israël et la Palestine, par exemple. L'ONU dit des trucs, tout le monde fait ah oui, c'est vrai, il faut arrêter le génocide. Et il se passe rien parce que c'est jamais très contraignant, c'est pas assez contraignant, quoi. Voilà, les dirigeants des puissances mondiales, ils font un peu ce qu'ils veulent et derrière, les milieux économiques, patronaux et financiers font ce qu'ils veulent aussi, quoi. Alors qu'à un moment donné, il faut arriver et dire non, 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 vous n'avez pas le droit, c'est hors la loi ce que vous faites pour des raisons écologiques. Tout simplement, quoi. Ça brasse du vent, on brasse du vent parce que les choses ne sont pas assez contraignantes pour les détenteurs du pouvoir. Et qui détient le pouvoir? Ceux qui détiennent les moyens de production, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Un peu comme Dune. Dans Dune, celui qui détient le commerce de l'épice contrôle l'univers. Et bah sur Terre, c'est pas comme dans Dune, mais c'est un peu comme dans Dune, celui qui détient les moyens de production contrôle le monde. Voilà, moi je le dis. Ce n'est pas du complotisme que de le dire. Pardon de le dire. Pardon de le dire. Ok. Je sais plus où on en était. Ah. Ah si, j'étais là, oui, sous le ministère de la Transition écologique français. Oui, le Brésil, qui vient d'autoriser l'exportation pétrolière au large de l'embouchure de l'Amazone, pourrait avoir du mal à faire progresser la question, du fait des divisions internes, mais surtout parce que, je cite, Lula, qui défend les énergies fossiles, est peu enclin à s'engager dessus, précise Claudio Angelo, de l'Observatorio do Clima, qui rassemble plus de 130 ONG brésiliennes. Brasilia préfère se focaliser sur les autres objectifs que de Dubaï. Tripler les énergies renouvelables et doubler l'efficacité énergétique. D'accord. Ils sont en mode on est trop dépendant du pétrole et on va exporter du pétrole. On peut pas s'en passer, donc on va faire d'autres choses. Voilà, à côté de ça, on va développer le renouvelable sans freiner sur le pétrole, sans freiner sur les énergies fossiles. Et puis on va essayer de faire plus d'efficacité énergétique. Comme ça, on peut continuer à vendre du pétrole, parce que sans ça, c'est compliqué pour nous, quoi. Donc voilà, il y a toujours ça. Il y a tout un tas de pays qui sont de toute façon dépendants du commerce, du pétrole, etc., etc. C'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer cette histoire. Il y a une telle, comment dire, une telle. Il y a trop de système à changer trop en profondeur, ce qui fait que c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très très compliqué. Quoi. Lula un PB, bah par rapport à ça, oui. Hein. Eh oui. C'est quoi ça? Il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste, nous dit Frédéric Lordon. Du Green New Deal, hein, c'est... Le Green New Deal de Roosevelt. Il faut se rendre compte de ce que c'est que le Green New Deal de Roosevelt. En dernière analyse et en première instance, je dirais que Roosevelt était une merde capitaliste. Il faut penser un petit peu plus loin, je pense qu'il faut niquer totalement le camp du capital. Voilà, c'était mon imitation de Lordon. Elle était pas mal, non? Bref, une telle inertie, c'est ça que je cherchais, c'était ce mot-là. Il y a une telle inertie qui fait que voilà, des pays en plein développement, dépendants du commerce de pétrole, on leur dit « Eh, les gars, faut arrêter les énergies fossiles », tout l'édifice tombe, quoi. Donc c'est des sujets qui sont très très complexes et il faut une politique ambitieuse et c'est pour ça que, voilà, des mecs comme Lordon et tout sont en mode genre non, non, il faut de l'anticapitalisme, il faut être dans une optique révolutionnaire. Sans ça, c'est peine perdue. Il y a une telle inertie sur les sujets d'énergie fossile, etc., que c'est dur que c'est quasi impossible de vraiment mettre un frein à l'expansion du commerce d'énergie fossile, par exemple. Ce genre de choses. Voilà, voilà. Je m'exprime pas très très bien, mais vous avez compris où je voulais en venir. Ok. Donc, on reprend. Cette COP affiche un important décalage. Les négociateurs vont discuter de sujets techniques et spécifiques plutôt que des enjeux politiques majeurs, note Marta Torres Gunfaus, la directrice du programme climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Les enjeux sur les NDC, ou les énergies fossiles, ne sont à ce stade pas à l'agenda des négociations formelles. Ces dernières, donc les négociations formelles, incluent la transition juste ou l'adaptation au changement climatique, un enjeu majeur pour la présidence de la COP30, et pour les pays africains et les pays les moins avancés qui payent le prix fort des catastrophes, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va pouvoir annoncer une hausse très importante de la finance à ce sujet, se félicite André Correa do Lago. Donc c'est vrai qu'on arrive à un stade où évidemment il ne faut pas abandonner la lutte contre le réchauffement climatique et la limiter au maximum, c'est évident. Mais là on arrive à un stade où on parle déjà d'adaptation climatique. Comment on va faire pour s'adapter à cette augmentation de température? Parce que de toute façon il y aura cette augmentation de température, même si là du jour au lendemain on se met à avoir la meilleure politique écologique possible. Il y aura toujours une adaptation de la température. Il y a des trucs qui sont d'ores et déjà irréversibles. Donc il faut penser les deux. Mais il y en a qui aiment bien se cacher derrière leur petit doigt et dire c'est foutu, foutu pour foutu, il y aura le réchauffement climatique, on continue à polluer et maintenant on va uniquement réfléchir en termes d'adaptation au réchauffement. Et non, c'est une impasse, il faut penser aux deux. On ne peut pas non plus totalement balayer d'un revers de la main le sujet de l'adaptation au réchauffement au nom de la lutte contre le réchauffement. Voilà, il ne faut pas que ça soit un angle mort non plus, il faut y penser, il faut réfléchir dès maintenant, il faut être pragmatique par rapport à ça, mais on ne peut pas faire le contraire, on ne peut pas se dire, bon, on va s'adapter, donc pas besoin de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, il faut jouer sur les deux terrains, et dans tous les cas, là, ce qui compte le plus, c'est déjà freiner au maximum le réchauffement climatique. Voilà, voilà. Parmi les autres thèmes
Le Brésil, qui veut lier climat et nature, a fait des forêts l'une de ses priorités. Il doit lancer un nouveau fonds, le Tropical Forest Forever Facility, afin de rémunérer la conservation des massifs dans les pays en développement. Il souhaite accélérer la réduction des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre. Alors je sais plus exactement, mais le méthane ça pollue genre 5 fois plus ou 100 fois plus, je sais plus. Mais ça pollue bien plus que le CO2 encore. Enfin, c'est un effet de serre, ça participe au réchauffement climatique bien plus que le CO2, mais il y a moins de méthane qui est rejeté que le CO2. Donc voilà, on parle souvent du CO2 quand on parle du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre, mais le méthane est un gaz à effet de serre encore plus puissant en réalité. Voilà. Pendant longtemps, on était en mode genre les vaches qui pètent, ça fait des trous dans la couche d'ozone. Et je crois que c'était ça, hein, c'est du méthane du coup. Voilà. Bref. Ok, c'est bientôt fini, on va aller finir l'article tranquillement. C'est 20 fois plus le méthane, voilà, je savais plus si c'était entre 5 et 100 fois plus, mais voilà, ça pollue 20 fois plus, mais t'as pas autant de méthane qui est rejeté dans l'atmosphère que de CO2. Voilà. La durée de vie du méthane est plus courte pour le méthane. Ok, après ça c'est des trucs de chimie organique. Hein. Voilà. Elle rote les vaches, mais oui c'est ça, ok, d'accord. Allez, on finit l'article, j'enlève ma barre de favoris. La COP30 peut-elle être un succès ? Au-delà des nombreux dossiers et de l'unité au cours de l'accord de Paris, la conférence sera jugée, je cite, sur la façon dont elle va envoyer un signal de coordination plutôt que de confrontation entre les pays et leur stratégie industrielle, avance Sébastien Treillet, le directeur général de l'IDRI, dont on parlait tout à l'heure. Merci à Tomago, merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement, merci. Un rapprochement entre l'Union européenne et la Chine constituerait une clé de la réussite. C'est ce que je disais, all eyes on China là-dessus. Moi j'ai plus confiance qu'en Xi Jinping. Attends, non, c'est pas vrai ce que je dis. C'est pas vrai ce que je dis. On va arrêter de faire le suceur. Mais là-dessus, en vrai, un rapprochement entre l'Union européenne et la Chine, moi, je vois ça d'un bon oeil. Je vois vraiment ça d'un bon oeil pour 2 raisons. Déjà, je pense qu'il doit y avoir un rapprochement même économique entre la Chine et l'Union européenne. Là, vraiment, on parle d'économie internationale parce qu'à côté, on a les États-Unis, Donald Trump qui chie sur la terre entière. Normalement, ça dégage très très fort, quoi. La Chine, c'est l'avenir. Qu'on le veuille ou non, pour des bonnes raisons ou pas, on s'en fiche, soyons pragmatiques. Donc déjà, des rapprochements entre la Chine et l'Union européenne, de base, moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Et dans le cadre des politiques écologiques, je pense que si on peut commencer à avoir un axe écologiste un peu sino-européen, déjà, ça peut être une bonne base de travail, vous voyez. Si l'Union européenne peut s'allier avec la Chine pour être un petit peu... pour donner l'exemple sur la lutte contre le réchauffement climatique, en vrai, Chine plus Union européenne, en termes d'activité économique, dans le monde, c'est un gros morceau. Hein. C'est un gros morceau. Tu prends le PIB de l'Union européenne, la Chine réunie, là, t'as du poids de zinzin. Donc effectivement, un rapprochement entre l'UE et la Chine sur les sujets d'écologie, mais pas forcément que, constituerait une clé de la réussite. Je suis assez d'accord avec ça. Et quand je dis ça, c'est en mode c'est la réelle politique, vous voyez. C'est pas pour juger du régime chinois, qui est un régime autoritaire, que moi je peux qualifier de dictature volontiers, il n'y a pas de souci. Le génocide des Ouïghours, les libertés individuelles, le parti unique. Évidemment, c'est un truc que j'approuve pas, mais dans le cas de la planification économique et d'une politique écologique ambitieuse, je pense que la Chine peut être un allié. Voilà. C'est ma taille, en tout cas. Infiniment plus que les États-Unis, en tout cas. Infiniment plus. On a un intérêt commun à accentuer la coopération, avance le ministère de la Transition écologique. Cela ne s'avère, je cite, malheureusement pas dans l'ordre du probable dans les prochaines semaines, juge Sébastien Treillet, en raison des tensions commerciales qui opposent les deux puissances, donc l'Union européenne et la Chine. Mais venez, on s'allie économiquement et écologiquement avec la Chine de Xi Jinping, comme ça on fait un axe sino-européen pour tenir la dragée haute face à Donald Trump, quoi. Franchement, ça paraît évident de faire ça. Je dis pas ça pour faire mon tanky bizarre fan de Mao, c'est même pas vrai. Non, ça paraît logique, stop, non, je sais pas. La Chine qui vient de faire condamner 53 000 personnes, donc 5 peines de mort, liées de près ou de loin à la cyberfraude. Ah, c'est vénère, hein, ça rigole pas en Chine. Hein. Je n'approuve pas l'intégralité de la politique chinoise. Mais ça, on en a déjà parlé. Il y a des VOD sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, vous pouvez aller la retrouver. Force est de constater qu'en politique, qu'en bifurcation écologique, alors il y a plein de trucs qui ne font pas bien la Chine, notamment parce qu'ils sont productivistes, ils sont là à vouloir faire de la croissance, ils sont dans une forme de prédation, de compétition économique forcenée avec tous les autres pays du monde. Et ça, c'est incompatible avec une politique écologique ambitieuse. Mais il y a quand même ce truc ils font des plans quinquennaux et ils investissent massivement dans les énergies renouvelables. Ils sont extractivistes à mort, mais à côté de ça, ils investissent quand même majoritairement dans les énergies renouvelables. Et là, dans le mix énergétique chinois, les énergies renouvelables ont dépassé le charbon. Donc c'est les plus gros producteurs d'électricité, d'usines à charbon pour l'électricité. Mais là, du coup, le renouvelable a dépassé le charbon. Ils affichent des objectifs qui revoient à la hausse chaque année, en mode on veut se positionner comme les leaders sur le photovoltaïque, sur les énergies renouvelables, parce qu'à un moment donné, il y aura des énergies renouvelables partout dans le monde. Donc c'est intéressé de leur part. C'est intéressé, mais toujours est-il que là, le renouvelable a dépassé le charbon. Sachant qu'on parle du plus gros
émetteur de CO2 au monde. Donc que le plus gros émetteur CO2 au monde fasse des plans quinquennaux relativement ambitieux pour développer à balle les renouvelables, bon, bah, on peut s'en réjouir quand même. On peut s'en réjouir de manière totalement pragmatique, sans d'ailleurs juger de la qualité ou non du régime de Xi Jinping, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un truc que je trouve intéressant par rapport à ça. Des plans quinquennaux au service d'une politique écologique qui s'inscrit vraiment en opposition à la politique écologique telle qu'on la pratique, nous, dans nos démocraties libérales, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. Vous savez qui a parlé de ça il n'y a pas très longtemps et qui est plutôt d'accord avec moi? Jacques Attali pour les Échos, journal de Bernard Arnault. Voilà. Donc en vrai, c'est pas un truc si révolutionnaire ou tanky que je dis. C'est un constat que beaucoup de gens partagent. Effectivement, quoi qu'on le dise, peut-être qu'on a des leçons à tirer en termes de planification écologique de la Chine de Xi Jinping. Voilà. Voilà. Trousse-nuke. Bref. Ok. À ses yeux, donc aux yeux de Sébastien Treillet, aucun des deux blocs ne fait actuellement preuve de leadership en matière climatique. Les engagements chinois s'avèrent en deçà des attentes. Mais non, je suis en train de faire la propagande là. Stop. Les engagements climatiques annoncés par la Chine, premier émetteur de CO2 de la planète, laissent perplexe. Oh, c'est pas les seuls trucs que j'ai lus, hein. Bon, bref, on en reparlera de ça, de la Chine et tout. Est-ce que je me fais avoir par la propagande du PCC? Peut-être un peu, mais pas sûr. Ok, donc les engagements chinois s'avèrent en deçà des attentes. Alors après, pourquoi ça s'avère en deçà des attentes? En vrai, si, c'est logique. Parce que je dis en termes de mix énergétique et de planification écologique, il y a des trucs où ils le font mieux que nous. Point à la ligne. Mais c'est très extractiviste, très productiviste, et leur but, c'est d'être le leader mondial économique et exporter des choses partout dans la planète. Donc ils ont un système qui, pour des raisons économiques, dans tous les cas, voilà, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Mais il y a des trucs à prendre là-dedans. Et c'est vraiment sur la planification économique au service du développement des énergies renouvelables. Là-dessus, carré la Chine. On peut pas dire le contraire. Bref. Ça reste effectivement en deçà des attentes parce que tu as beau travailler à avoir une production électrique plus verte. Si derrière, tu n'as pas de sobriété énergétique, eh ben, ça sert à rien. Voilà, déjà, premièrement. Il faudrait qu'ils réduisent la quantité d'électricité qu'ils consomment déjà de base la Chine. En plus de développer le renouvelable. Ce qu'il faut, c'est avoir une production énergétique la plus verte possible, utiliser un maximum d'électricité dans l'énergie. Premièrement, d'utiliser plus d'énergie fossile, mais vraiment faire du tout électrique avec une électricité qui est verte. Et en plus de ça, autre condition sine qua non pour avoir une société qui est tenable à long terme, c'est la sobriété énergétique, utiliser le moins d'énergie possible. Et pas de superflu. Donc il faut utiliser le moins d'énergie possible, que cette énergie soit le plus possible ou quasi intégralement de l'énergie électrique, et il faut que cette énergie électrique soit produite de manière la plus verte possible, notamment avec des énergies renouvelables. Si tu arrives à cocher ces 3 cases, là tu commences à avoir une société tenable. Le truc c'est que la Chine travaille à cocher une seule de ces cases, qui est produire une énergie électrique la plus verte possible en développant le renouvelable. Mais à côté de ça, ils n'ont pas d'objectif sur baisser la quantité d'énergie totale qu'ils consomment, donc voilà. Effectivement, tant qu'on sera dans ce cas de figure, les engagements chinois s'avéreront en deçà des attentes. Évidemment. Donc c'est pour ça. Regardons ce qu'il y a d'intéressant à regarder. Il ne faut pas non plus se leurrer et dire vive Xi Jinping juste parce qu'il fait de la planification écologique. Dans tous les cas, il faut être plus ambitieux que ça. Évidemment, ça ne sera pas suffisant. Voilà. Et donc le pays qui développe massivement des technologies propres accroît également sa production de charbon. Voilà, c'est qui. Mais plus ça va, plus le charbon s'accroît lentement et plus le renouvelable s'accroît rapidement. Et donc le but c'est de stopper le charbon à un moment donné et finir par redescendre, quoi. Mais encore une fois, en attendant, ils sont quand même le plus gros producteur de CO2 à l'heure actuelle. Donc voilà. Moi je dirais la Chine. On n'y est pas encore, mais encouragement, effort à poursuivre pour le 3e trimestre. Voilà, moi je dirais que c'est ça. Voilà comment je juge la politique écologique de la Chine. Comme un gros prof. Ok, à côté de ça, les tergiversations européennes pour adopter une NDC n'ont pas permis au vieux continent d'entraîner les autres pays. Le champion est plutôt le Brésil, estime-t-il. Ok, voilà, pareil. À côté de ça, dans nos bonnes vieilles démocraties libérales type Union européenne, bah ça tergiverse. Ça tergiverse quand même beaucoup plus qu'en Chine. Et c'est ça, moi, je trouve qui est intéressant aussi à observer. Citation de Claudio Angelo. Le Brésil est la meilleure présidence dont ce processus puisse rêver en ces temps difficiles. Il joue traditionnellement, le Brésil, un rôle de médiateur entre Nord et Sud, dispose de diplomates aguerris et a fortement réduit ses émissions en 2024. Il a innové en s'entourant de nombreux cercles de conseil, notamment celui des ministres des Finances, afin d'intégrer le climat à l'économie. Mais ce qui affaiblit le Brésil, c'est que Lula semble s'être désengagé de la COP. Il n'a pas de majorité au Congrès, ce qui l'a contraint à sacrifier son leadership environnemental afin de rester au pouvoir. Poursuit Claudio Angelo. Dans ce monde chahuté, le Brésil va devoir déployer des trésors d'ingéniosité pour faire de Belém un moment de vérité plutôt qu'une nouvelle COP des paradoxes. Et bien ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Déjà parce que voilà, quand tu regardes le système dans son intégralité, cette course à la croissance et à la compétitivité, produire pour rester compétitif, rien que ça, c'est incompatible avec une politique écologique forte, quoi. Donc, on pourra faire autant de COP qu'on veut. Il y a un moment donné, va falloir mettre un vrai coup de barre à gauche. Et quand je dis un coup de barre à gauche, c'est un coup de barre à gauche du côté de l'anticapitalisme, hein. Pas juste mieux réguler le capitalisme avec une politique de relance keynésienne. À un moment donné, ça suffira probablement pas ça. En tout cas, ça ne suffira pas probablement à l'échelle mondiale. Donc voilà, tout ça, c'est toujours un petit peu des coups d'épée dans l'eau, on a l'impression, mais bon. Voilà, hein, peut-être que petit à petit, on va finir par aller vers un peu de mieux. En tout cas, il faut rien lâcher, continuer à parler de ça. Je sais pas, mais tout ça est extrêmement déprimant. C'est extrêmement déprimant. Salut Bam, comment ça va? Ce chat qui a lu Fressoz, c'est beau. Et oui, chat gros cerveau ici, évidemment. Toujours. Après, il pollue pour notre consommation. Oui, la Chine pollue pour notre consommation parce que c'est un peu l'usine du monde, mais pas que, en vérité. Ça serait un peu se cacher derrière son petit doigt de dire c'est à cause des Européens que la Chine pollue. Pas que. Quand tu regardes le modèle chinois à l'heure actuelle, ils veulent justement arriver un peu à un mode de vie à l'occidental pour tous les Chinois. Alors bon, ils font des voitures électriques, il y a plein de trucs où il y a des efforts pour électriser et baisser le charbon, etc., etc. Je dis pas. Mais il y a quand même un truc où ils font des grandes villes de dystopie cyberpunk avec des néons partout. Ils veulent être quand même très modernes. Il n'y a pas de sobriété énergétique. L'idée de sobriété énergétique, totalement absent, hein, de la Chine, quoi. C'est pas ils sont forcés à utiliser beaucoup d'énergie pour produire pour l'Europe. Non, c'est aussi dans leur propre intérêt. Et là, quand on regarde le développement des villes chinoises, etc., c'est pas juste l'impérialisme occidental qui fait que la Chine développe beaucoup de CO2. Ça serait un peu se voiler la face que de le dire. Oui, il y a ça, évidemment. Mais là, quand tu regardes un petit peu les ambitions de la Chine intérieure, en vrai, c'est pas compatible avec une vraie politique écologiste à la hauteur des enjeux, en vrai. Ah, non plus. On va pas faire le tanky bizarre sur ce sujet-là. Voilà. Mais ils ont raison, cet historien est primordial si on veut parler d'énergie. Fressoz, du coup, je connais pas trop, moi. Fressoz, c'est qui lui? Jean-Baptiste Fressoz, historien français. Sans transition, une nouvelle. L'événement anthropocène, et il parle anthropocène et de choses comme ça. Jean-Baptiste Fressoz, un historien des sciences et techniques et de l'environnement français. Il a notamment étudié l'anthropocène et la transition énergétique. Donc, l'anthropocène, c'est l'idée qu'en fait, il y a eu une nouvelle ère géologique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec l'arrivée de l'être humain. Et on appelle ça l'anthropocène, anthropo comme humain, comme dans anthropologie. Ce genre de choses. Ok, petite page Wikipédia, mais belle biographie déjà. L'apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. Intéressant. Bon bah voilà, Jean-Baptiste Fressoz, hein, je vous conseille cet auteur. C'est validé par BAM. Bam Wepan, donc je fais pleinement confiance. Oui, on peut aussi parler de Capitalocène, mais ça c'est des vrais débats. Et ça, Bam, une fois, j'en avais parlé avec lui, il en avait parlé sur son live, de dire est-ce que le plus pertinent c'est de dire Capitalocène ou Anthropocène, ça reste quand même pertinent parce que est-ce qu'il n'y avait pas déjà le début de la destruction de la biodiversité et du réchauffement climatique avant même la mise en place du capitalisme à proprement parler? Est-ce que c'est une histoire de révolution industrielle ou une histoire de capitalisme à proprement parler? Est-ce que parfois c'est pas un peu du gauchisme que de dire non, le problème c'est le capitalisme? Est-ce qu'au final, quand on regarde pas l'histoire de l'être humain depuis ces 8000 dernières années, est-ce que tout ça ne précède pas vraiment la phase capitaliste à proprement parler? C'est des vrais débats. Moi, je sais pas, je n'ai pas tranché ça. Je pense que c'est pertinent quand même de parler d'Anthropocène et aussi du Capitalocène. Je sais pas. Je suis pas assez un spécialiste du sujet. Mais là-dessus, c'est parfois assez compliqué, quoi. Et je trouve que on peut avoir un réflexe à gauche de dire capital, c'est le capitalisme. Et il n'a jamais allé vraiment plus loin que ça, quitte à parfois manquer de hauteur de vue par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Je sais pas ce que t'en passes, Bam. Bam. Non, c'est surtout l'angle décolonial. Anthropocène invisibilise l'impact des empires coloniaux. Ok, d'accord. Donc pour toi, c'est pas en mode Anthropocène, c'est de la merde, il faut plutôt dire Capitalocène. C'est que. C'est quel autre truc? Toi, c'est Plantationocène. Ok. Donc pour toi, tout serait barré en couille à partir du moment où il y a eu le commerce triangulaire, l'économie esclavagiste dans les plantations. Et ça correspond au début du capitalisme en réalité. Ok. De toute façon, on ne trouvera pas de mots parfaits pour ça, hein. D'ailleurs, tu peux tout à fait trouver très intéressant des recherches qui prennent l'angle de l'Anthropocène pour ailleurs, tout en dénonçant, enfin tout en remarquant qu'il y a des angles morts par rapport à ça. Voilà. Le but, c'est pas de trouver un terme ultra englobant et puis après tu l'utilises à tout bout de champ. Pas forcément. Mais en tout cas, il faut se pencher sur ces questions, etc. Faut pas dire tout se barre en couille, c'est plus un empilement de grilles de lecture qui s'entrecroisent. Ok. D'accord. Voilà. Toi, typiquement là-dessus, tu sais de quoi tu parles. Moi, je suis pas un spécialiste du sujet, je tiens à le redire, quoi. Voilà. En tout cas, si vous avez trouvé ça intéressant, là, ce cadre de la VOD YouTube, tout ça, n'hésitez pas à sub à la chaîne et n'hésitez pas à faire pipi sous la douche pour sauver la planète aussi, quand même. Un petit effort, les gars.